chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Club Ozone offre la chance pour l'une de ses membres, Larfi Linda, étudiante en chimie fondamentale, pour vous présenter les différentes méthodes d'extraction des arômes et des huiles essentielles dans ce nouveau podcast de la chimie à travers les mystères de la nature. Un aliment contient de nombreux composés volatiles que l'on peut percevoir de deux manières, par voie nasale directe qui correspond à l'odeur ou par voie rectonasale lorsque l'aliment est placé dans la bouche et ce qui donne naissance à l'arôme. Ces molécules d'arôme sont des composés organiques de faible masse moléculaire, dont la tension de vapeur à la pression atmosphérique et à température ambiante est suffisante pour provoquer la volatilisation dans l'atmosphère gazeuse et produit un stimulus olfactif au contact de la muqueuse olfactive. Il n'apporte aucune contribution énergétique aux aliments dans lesquels il se trouve, mais joue un rôle fondamental dans la reconnaissance des aliments et le plaisir que l'on tire de la dégustation des préparations culinaires. D'ailleurs, ils sont présents dans les aliments en très faible quantité, voire l'état de trace, sauf dans le cas des épices et des aromates où leur concentration peut être parfois très élevée. Différentes plantes possèdent des propriétés très intéressantes, dépendantes de sa composition d'origine, d'où on peut extraire un liquide concentré en substances végétales, nommé les huiles essentielles, qui sont des produits odorants généralement de composition complexe, obtenus à partir d'une matière première végétale botanique. Ce liquide est un mélange de molécules variées comprenant en particulier des terpènes, des composés oxygénés, des molécules volatiles et majoritairement des terpénoïdes et des molécules aromatiques. C'est pourquoi on les extrait afin de pouvoir profiter de ces propriétés. La teneur des plantes en huile essentielle est très faible, alors de 1 à 3%, juste à l'exception des clous de girofle, le massis et les noix de muscade et le cardamome. Les huiles essentielles sont classées usuellement selon la nature chimique des principes actifs majeurs, plus rarement sur le mode d'extraction ou l'effet biologique. Ces composés volatiles duquel on extrait les huiles et les arômes appartiennent aux différentes classes de la chimie organique, telles que les hydrocarbures, les aldéhydes, les acides, les alcools, les esters, etc. Depuis la haute antiquité, l'homme utilise des colorants, des parfums, des arômes, des huiles essentielles qui sont extraites des produits naturels grâce aux techniques d'extraction qui consistent à isoler une espèce chimique d'un produit, d'un milieu solide ou liquide. Il existe diverses méthodes. Je vais commencer par vous présenter quelques méthodes secondaires qui seront complémentaires ou bien des étapes principales d'autres méthodes. Commençons par la décantation. Il s'agit d'une opération de séparation mécanique de plusieurs phases, dont au moins une phase est liquide. Pour faire cette séparation, on prend une ampoule à décanter auquel on va ajouter un solvant d'extraction à la solution à extraire. Puis on bouche l'ampoule et on agite énergétiquement et on dégaze régulièrement l'ampoule. On laisse décanter pendant un bout de temps, puis on débouche l'ampoule et on récupère les deux phases, la phase aqueuse et la phase organique, où le liquide le moins dense se trouve au-dessus de l'autre liquide non miscible. Une autre méthode qui est la centrifugation. Cette technique permet, tout comme la décantation, de séparer les composantes des mélanges homogènes, composés de parties solides ou liquides. La centrifugation est par ailleurs plus rapide que la décantation. Il s'agit d'une méthode utilisée très régulièrement en médecine analytique lors de la réalisation de prélèvements sanguins. Son principe est de mettre en rotation très rapide le mélange afin d'expulser les parties de masse qui sont en suspension, qui vont se déposer au fond du récipient, d'où on peut récupérer le liquide au-dessus du dépôt. C'est le cas de l'essoreuse à salade. La filtration. Elle date de préhistoire et permet par exemple, au travers d'un lit de sable ou de mousse, de rendre une eau boueuse limpide. Probablement, c'est la méthode de séparation la plus facile à mettre en œuvre. On peut observer cette technique quotidiennement. La filtration est un procédé qui permet de séparer des constituants liquides et solides d'un mélange hétérogène.
Elle consiste à faire passer à travers un filtre un mélange hétérogène contenant des particules en suspension. Ces particules sont alors retenues par le filtre. On recueille après filtration un mélange homogène appelé filtre, ainsi que le filtre des particules appelées résidus. Il existe deux types de filtration, filtration frontale et filtration tangentielle. La filtration frontale, c'est la méthode de filtration la plus utilisée. C'est par exemple celle que l'on utilise dans les cafetières à filtre. On y insère le mélange à filtrer perpendiculairement au filtre. Il retient alors toutes les particules en laissant passer le liquide. L'inconvénient de ce système est que si trop de particules sont présentes dans le filtre, il est possible que le filtre soit saturé et ne fonctionne plus. La filtration tangentielle permet de faire passer un fluide à la surface du filtre. Dans ce cas de figure, il s'agit de la pression du liquide qui lui permet de traverser le filtre. Les particules restent alors dans le fluide, ce qui diminue le risque de colmatage du filtre. On utilise cette méthode pour filtrer des particules de petite taille, comprenant des tailles de micromètres jusqu'à nanomètres. Le relargage. Cette méthode s'effectue en ajoutant un composé ionique au mélange, comme les chlorures de sodium. Les molécules d'eau sont alors principalement liées aux ions introduits à cause de leur polarité. Le composé organique peu miscible se sépare de la phase aqueuse et se retrouve dans la phase organique. On obtient une séparation nette entre elles. L'infusion. Cette méthode s'effectue en versant de l'eau bouillante sur les feuilles ou les fleurs finement hachées, puis on les laisse tremper pour dissoudre les principes actifs, comme le thé par exemple. La décoction. La décoction, c'est une méthode de transformation, ne permet pas d'extraire autant de principes actifs que l'infusion, mais elle est adaptée aux racines et écorces pour lesquelles l'extraction est difficile. Pour faire, on place la racine ou l'écorce d'une plante dans de l'eau froide. Le tout est porté à ébullition et les constituants se dissolvent dans l'eau. Cette méthode est très ancienne. La macération. La macération consiste à mettre une plante dans un solvant froid, comme l'eau plus l'alcool plus l'huile, de quelques heures à quelques semaines pour en extraire les constituants solubles. Le séchage. Le séchage, c'est une opération unitaire qui a pour but d'éliminer par vaporisation l'eau qui imprègne un produit liquide ou solide afin de le transformer en produit solide sec, dont l'humidité résiduelle est très faible. C'est une méthode qui suit souvent la décantation. Se fait en ajoutant une molécule anhydre qui va absorber les molécules d'eau restantes dans sa phase organique. Maintenant, passons en méthode principale. Commençons par la distillation. La distillation est une technique qui permet de séparer les différentes espèces chimiques qui sont contenues dans un mélange homogène de substances liquides dont les températures d'ébullition sont différentes grâce à une évaporation suivie d'une condensation ou sous l'effet d'une faible pression. On chauffe un mélange de substances végétales et d'eau, ce qui provoque l'éclatement des cellules végétales. La vapeur d'eau se charge des molécules huileuses et odorantes et passe à travers un récipient réfrigérant pour provoquer la séparation des molécules odorantes et des particules d'eau qui ont été liquéfiées sous forme de distillat. Cette méthode d'extraction est la plus utilisée. On peut distinguer deux cas de distillation. Si la température d'ébullition des espèces sont très diverses, on utilisera alors un montage de distillation. Ce montage consiste en un chauffe-ballon, un mélange réactionnel, un thermomètre, un réfrigérant, arrivé aux sorties d'eau, éprouvette. Un deuxième cas, c'est le cas où les températures sont proches. On utilisera un montage de distillation fractionné avec colonne de Vigreux qui permet par condensation successive une séparation plus précise des corps présents. En effet, la température diminuant le long de la colonne, les différents composants se condensent à des hauteurs différentes. L'espèce chimique extraite en premier, c'est la plus volatile. C'est celle dont la température d'ébullition est la plus faible. Pour faire cette distillation fractionnée, on aura besoin
d'un chauffe-ballon, un mélange réactionnel, une colonne de vigreux, un thermomètre, une arrivée et sortie d'eau, réfrigérant éprouvé. Lors d'une distillation, comme pour tout chauffage d'un liquide, il faut ajouter quelques grains de pierre de ponce afin de réguler l'ébullition. Grâce à la microporosité régulière et parfaite de la pierre ponce qui génère des bulles strictement identiques, elle évite la formation de points chauds et aide donc à répartir le chauffage dans tout le mélange. Dans tous les cas, une fois la distillation est terminée, on obtient deux phases qu'il va falloir séparer. Pour cela, on va utiliser la méthode de décantation. Lorsque le mélange à séparer est composé de plusieurs phases non miscibles, on réalise la séparation par une ampoule décantante qui permettra de conserver la phase souhaitée qui est la phase organique. Et pour améliorer l'efficacité de cette séparation, on utilise principalement le relargage et le séchage, que j'ai déjà expliqué au début de ce podcast. La distillation sèche. La distillation sèche, aussi appelée distillation destructive, est utilisée pour la séparation des produits chimiques liquides contenus dans des matériaux solides. Elle consiste à entraîner les composés volatiles par la vapeur d'eau produite en chauffant en milieu clos certains bois, comme le cadre ou le bouleau. À des températures élevées, la matière végétale sans utiliser l'eau ou de vapeur d'eau ajoutée. Le produit obtenu est une huile empyromatique. Cette technique est très peu utilisée. Elle est utilisée en particulier pour la fabrication des arômes de fumée ou les rares huiles essentielles à partir de bois, mais son importance reste limitée malgré sa richesse en hydrocarbures aromatiques, polycycliques, cancérigènes. Une rectification est souvent nécessaire pour éliminer les molécules toxiques qui se seraient formées. Le rendement de cette méthode est extrêmement faible. Cette méthode suit les étapes suivantes. Lorsqu'on chauffe le solide, il se transforme en liquide par fusion. Ce liquide va se transformer en gaz par évaporation et ce gaz devient solide par condensation au contact des parois froides d'un récipient de récupération. Pour éviter certains phénomènes d'hydrolyse sur des composés d'huile essentielle ou des réactions chimiques vont alerter les résultats. Les techniciens ont mis au point le procédé de l'entraînement à la vapeur sèche. Mes chers auditeurs, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que j'étais bien très claire et mon podcast vous en servira davantage. Je vous remercie d'être attentifs et à bientôt.